Alors Yannick, on parle de ces mines d'Abitibi-Témiscamingue qui n'ont, tiens donc, payé aucun impôt en 2015. Oui, en fait, c'est une compilation de Radio-Canada ces derniers jours qui a conclu effectivement, à la nuance près d'une mine dont on n'a pas l'information, que les principales mines d'Abitibi-Témiscamingue n'ont payé, mais aucun impôt. On ne parle pas de peu d'impôts, mais $0 d'impôt en 2015. Ce qui a fait sourciller, bien évidemment, notamment la coalition pour une meilleure mine qui est montée au créneau en disant que c'était inadmissible qu'il n'y ait pas un impôt minimal payé par ces entreprises-là. Alors, l'explication est assez simple, c'est-à-dire que, comme n'importe quelle entreprise, ces mines-là ont des dégrèvements d'impôts lorsqu'elles investissent. C'est un incitatif qui se défend très bien, c'est-à-dire qu'une entreprise qui va, je ne sais pas moi, construire une nouvelle usine, créer ainsi des nouveaux emplois, de l'activité économique, donner des contrats à des sous-traitants, ainsi de suite, on leur donne un congé d'impôt pour éponger cet investissement-là. Donc la logique, qui est rentable pour tout le monde. Tout à fait. Et la logique s'applique à toutes les entreprises. Il n'y a pas d'exception, en l'occurrence, pour les mines ou l'exploitation des ressources naturelles. Donc, le problème, par exemple, c'est que les mines ne sont pas une entreprise comme les autres. Quand on creuse, là, physiquement, tu creuses dans le sol pour aller chercher de l'or, du fer, peu importe, à un certain moment donné, le filon s'épuise. Donc, tu dois creuser à côté pour aller chercher la balance du dit filon. Donc, tu dois nécessairement investir. Investir pour poursuivre tes activités, ça fait partie de la business quotidienne d'une mine. Alors que pour une entreprise manufacturière, par exemple, tu as déjà une usine. Si tu en construis une nouvelle ou tu agrandis ton usine, c'est que tu as de nouveaux marchés, tu as de nouveaux clients. Tu développes ton entreprise. C'est pas business as usual. C'est pas dans tes dépenses de créer une nouvelle usine à tous les années. C'est ou pas à par tous les 3 défaut, ans. là. Exactement. Ben, c'est ce qu'on souhaite. Bien sûr qu'il y a de la croissance économique pour ces entreprises-là et leurs travailleurs, mais ça n'est pas une dépense normale. C'est exceptionnel dans la vie d'une entreprise. Alors que pour une mine, c'est les affaires normales. C'est normal d'investir énormément pour aller creuser un trou à côté. On s'entend que c'est pas juste creuser un trou, c'est des infrastructures, c'est de la machinerie, c'est de l'équipement technologique aussi beaucoup maintenant. Donc, autrement dit, la loi sur l'impôt, à mon sens, et je suis pas le seul à le penser, s'applique très mal, en l'occurrence, parce que elle n'est pas appliquée à une réalité bien particulière des mines. Alors, parallèlement à ça, qu'est-ce qu'on a développé avec le temps, depuis très longtemps, et comme c'est le cas partout dans le monde, on a développé un autre outil de taxation qui s'appelle les redevances minières. C'est-à-dire que par tonne, par gramme, par once, par whatever de minerai qu'on retire, l'État taxe en quelque sorte, sur la valeur de ce minerai-là. Parce que c'est du minerai qui est en territoire québécois. Ça, c'est la logique fondamentale. Ces ressources-là, que ce soit les ressources minières, forestières, halieutiques, c'est-à-dire les poissons, ça nous appartient collectivement. Ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler un peu pompeusement le bien commun, en quelque sorte. Et donc, on se dit, puisque ça nous appartient, on donne le droit, c'est un droit, ce n'est pas acquis, on donne un droit à ces entreprises de l'extraire, ce minerai-là, mais en contrepartie, on leur demande une redevance. Or, comme on le sait, on est un paradis dans le monde de basses redevances au Québec. C'en est presque une joke, en l'occurrence. Alors, pour te donner une idée, la plus grosse mine, d'Abitibi-Témiscamingue, c'est la mine de Malartic, dont on entend parler très souvent. C'est une mine d'or. À ciel ouvert. Une mine à ciel ouvert, c'est une mine d'or. C'est un des plus grands filons, un des plus gros filons au monde d'or. Je me souviens plus combien, je pense que c'est 19 milliards de dollars de valeur qu'il y a dans le sous-sol présentement, là, qui peut être exploité. Cette mine-là, donc l'ensemble des mines dont on parle, qui n'ont pas payé d'impôts, ont payé en revanche pour 35 millions de dollars de redevances l'année passée. Mais cette mine de Malartic, donc exploitée par Osisko, a versé 15,8 millions, à peu près la moitié de ce montant-là, pour avoir extrait 600 000 onces d'or. Bon, ça peut rien vous dire 600 000 onces d'or, à part que ça a l'air beaucoup. Ça vaut 780 millions de dollars sur le marché. Donc, plus de 3/4 de milliard en un an. En un an seulement. D'exploitation. Et ils n'ont reversé que 15,8 millions de dollars. On s'entend que la valeur de 780 millions, c'est la valeur au marché de l'or. C'est pas ce que la mine a fait comme profit ou comme revenu, là. Mais l'idée, c'est que c'est quand même des peanuts, là. On parle de 2%. On parle de 2% de la valeur au marché de ce minerai-là, qui est très précieux, comme on le sait. Et le gouvernement reçoit 35 millions au total de toutes ces mines sur un budget de 100 milliards. On s'entend là qu'on ne patchera pas les hôpitaux avec ça. Donc, ce qui est assez scandaleux là-dedans, c'est que
Pardon, c'est mon réveil matin qui est en retard. Ce qui est assez scandaleux là-dedans, c'est que ces minerais commencés, contrairement aux forêts, ne repoussent pas. Hein? Une fois qu'on a extrait, bien sûr, l'or, il n'y en aura pas d'autres après. Et nous, gros gens comme devant, on récolte des pinottes et cet or-là est valorisé sur les marchés mondiaux, alors que nous, collectivement, alors que ça nous appartient, on en retire très peu de choses. Alors, autant sur le plan des redevances que sur le plan de la versation des impôts au provincial et au fédéral, il y a du chemin à faire. Il y a beaucoup de chemin à faire. On est encore au 19e siècle. 19e siècle, c'est bien dit, ça met la table. Donc voilà, Yannick Marcil, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cet enjeu tant pertinent. À bientôt. À bientôt.